Je suis montée dans la voiture de mon mari et j'ai trouvé un tube de lubrifiant intime dans la boîte à gants. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste remplacé en cachette par de la superglue industrielle. Et ce qui s'est passé ensuite a obligé nos voisins à appeler les pompiers en urgence. Je suis si heureuse que tu sois là. Si vous regardez cette vidéo, aimez ma chaîne et abonnez-vous. Dites-moi d'où vous écoutez mon récit de vengeance. Je veux savoir jusqu'où il est allé. J'étais assise à la table de la cuisine. Le silence dans la maison était aussi épais que le brouillard matinal. Un silence devenu un invité indésirable. La vieille horloge murale, cadeau de mariage de ma défunte mère, tic-tac implacable et accusateur. Chaque battement était un douloureux rappel d'une vie que je commençais à soupçonner d'être un mensonge magnifique et méticuleusement orchestré. Mon mari, Julien, venait de rentrer d'un de ces innombrables dîners d'affaires. Il semblait non seulement épuisé, mais aussi hanté, comme s'il portait le poids d'un secret trop lourd à porter. Son visage était une carte de la fatigue et de la culpabilité. Des rides inédites s'y dessinaient autour de ses yeux et de sa bouche. Il jeta sa veste sur le canapé avec une lassitude qui semblait performative. Il desserra sa cravate comme s'il s'agissait d'un nœud coulant auquel il cherchait désespérément à échapper. Puis il s'effondra sur le lit, les ressorts familiers gémissant sous son poids, sans même prendre la peine de se doucher. Le léger parfum de son eau de Cologne onéreuse flottait dans l'air, mêlé à une nouvelle fragrance étrangère, un doux parfum floral qui semblait une intrusion, une confession effrontée d'une vie que j'ignorais. Quelques minutes plus tard, le doux ronflement emplit la maison. Une son qui autrefois me réconfortait, mais qui ressemblait maintenant à une berceuse moqueuse. Une berceuse pour un imbécile. Je me suis levée, avec la grâce silencieuse et experte d'une épouse de 40 ans, et j'ai commencé à ranger le désordre qu'il avait laissé dans le salon. Sa veste, son portefeuille, son téléphone portable, son vieil ordinateur portable. L'écran était toujours allumé. Un nouvel email luisant comme un sinistre présage. J'ai froncé les sourcils. Julien n'utilisait jamais d'emails. Il disait toujours « Julie, tout ce truc informatique est trop compliqué. » Mais voilà, un email. Il était là, sous mes yeux. Un fantôme numérique, venu d'une vie dont j'ignorais la nature. Par curiosité malsaine, à la fois déplacée et nécessaire, je l'ai ouvert. Le message était court. Une poignée de mots qui allait bouleverser mon monde. « Tu as été incroyable ce soir, papa. » Un cœur rouge. Un symbole d'affection qui me transperça le cœur d'une douleur vive et glaciale. Je me figeais, comme si on m'avait giflé. Le monde numérique était un miroir cruel, reflétant une vérité que j'étais trop terrifiée pour voir. « Papa !» Le mot résonna dans mon esprit, qu'il appelait ainsi. Et d'un ton si intime et affectueux, je balayais l'écran, le pouce tremblant, à la recherche d'autres indices. Mais il n'y avait rien. Juste une étrange adresse email, un fouillis de caractères insignifiants qui n'offrait aucune réponse. Un frisson me parcourut, non pas de froid, mais d'une peur profonde, profonde comme les os. C'était comme un vent froid pénétrant par une fente de la porte de ma vie, révélant une chambre secrète dont j'ignorais l'existence. Je jetai un coup d'œil à la chambre et vis Julien se retourner en ronflant bruyamment, le visage paisible, contraste saisissant et exaspérant avec la tempête qui faisait rage en moi. Mon cœur battait comme celui d'un voleur, un battement frénétique, coupable. Je reposai rapidement le téléphone, mes mains tremblant tellement que j'ai failli le laisser tomber. J'ai continué à ranger, mes mouvements devenus mécaniques, robotiques. En vérifiant les poches de son pantalon, j'ai senti un morceau de papier plié, impeccable et neuf. C'était un reçu d'un restaurant grill chic de San Antonio, daté de la même nuit. J'ai froncé les sourcils. San Antonio ? Il m'avait dit qu'il rencontrait ses associés à Dallas. Un petit rire amer m'a échappé. Julien détestait conduire jusqu'à Dallas. San Antonio, en revanche, était la ville où sa mère avait vécu avant sa mort. Il en gardait de bons souvenirs, un fait qu'il me rappelait souvent. Mais avec qui avait-il dîné à San Antonio tout en me mentant sur sa présence à Dallas? Le reçu indiquait un groupe de 2 personnes, une bouteille de Cabernet Sauvignon onéreux, un vin qu'il m'avait offert pour nos 10 ans de mariage, un vin que je n'avais jamais oublié, et des plats principaux, du riz et des pâtes. J'ai essayé de me souvenir de la dernière fois où Julien m'avait emmené dans un endroit comme celui-là. Il y a peu, être 10 ans, quand j'ai ouvert ma première boulangerie. C'était un souvenir gravé dans ma mémoire. La lueur vacillante des bougies, son sourire fier, la façon dont il a trinqué à mon succès. Maintenant, ce souvenir n'était plus qu'un mensonge. Une photo délavée dans un album de mensonges. J'ai sorti mon téléphone et,
Silencieuse et déterminée, j'ai pris une photo du reçu et de l'email. Je ne voulais pas y croire. Mais l'intuition d'une femme, celle d'une épouse de 40 ans, est une connaissance profonde et primordiale. Il se passait quelque chose, et je devais le découvrir. Mes mains tremblaient, non seulement de colère, mais aussi d'une profonde angoisse existentielle. J'avais l'impression d'être au bord du gouffre, sur le point d'assister à l'effondrement spectaculaire de ma vie. Je suis allée au garage. Le vieux SUV de Julian était encore chaud. L'air était chargé d'une odeur d'essence et du léger parfum sucré de ses vêtements. J'ai ouvert la portière, une légère peur me serrant l'estomac. J'ai allumé ma lampe torche et vérifié chaque recoin du siège conducteur. Rien d'extraordinaire, juste quelques pièces de monnaie et une bouteille d'eau vide. Mais en cherchant dans la boîte à gants côté passager, mes doigts ont effleuré un objet en plastique glissant. Je l'ai retiré, et mon cœur a failli s'arrêter. Un tube de lubrifiant intime usagé, avec des résidus secs sur le bouchon. Une preuve collante et accablante. Je restais planté là, dans le garage sombre, à le contempler comme un secret honteux, la manifestation tangible de mes pires craintes. Julian et moi n'avions pas eu de relations intimes depuis des années. Il disait toujours qu'il était fatigué, que l'âge avait sapé son désir. Alors, à quoi servait ce lubrifiant? La question résonnait dans mon esprit. Chaque syllabe étant un coup de massue porté à ma fragile réalité. Je me sentais paralysée, mais je gardais la tête froide, un instinct de survie s'emparant de moi. Je le remis exactement là où je l'avais trouvé. Je m'essuyais les mains avec une serviette, les frottant jusqu'à ce qu'elles soient à vif, comme si je craignais que la trahison ne laisse une marque indélébile sur ma peau. J'ai continué à chercher, cette fois avec plus de soin, plus de méthode. Sous la banquette arrière, j'ai trouvé des serviettes froissées, imbibées d'un doux parfum floral, qui n'était ni celui d'un homme, ni le mien, doux et familier parfum de rose. L'odeur était étrangère, provocante, un cri d'infidélité bruyant et vulgaire dans le sanctuaire silencieux de notre garage. J'ai tout photographié, le lubrifiant, les serviettes, comme si je pouvais capturer l'odeur en une image. J'ai fermé la voiture et je suis retournée à l'intérieur, le poids des preuves pesant sur moi, plus lourd que n'importe quel sac de farine que j'avais jamais soulevé. Je me suis assise à la table de la cuisine, les mains tremblantes tandis que je reprenais le téléphone de Julian. À ce stade, j'étais presque certaine qu'il me trompait. J'ai vérifié ses messages, mais il n'y avait que des conversations professionnelles, froides et sèches, comme un paysage désertique. Sa boîte de réception était vide, à l'exception de cet étrange courriel. J'ai vérifié les dossiers des envoyés et des brouillons. Rien. Tout était trop propre, trop parfait, d'une manière suspecte, comme s'il avait effacé toute trace de sa tromperie. Un maître du mensonge, pensais-je amèrement. Ma rage était désormais une pierre froide et dure dans ma poitrine. Et une nouvelle émotion, plus dangereuse encore, commença à m'envahir. Un désir de vérité, un besoin de dénoncer le mensonge, quel qu'en soit le prix. Le lendemain matin, au lever du soleil, alors que la douce lumière filtrait à travers les rideaux, j'étais déjà réveillée, tel un fantôme dans ma propre maison. L'image du lubrifiant, du ticket de caisse et de cet email tournoyait sans cesse dans ma tête, un tourbillon de doutes venimeux. Debout dans la cuisine, les mains affairées mais l'esprit en pleine ébullition, je me préparais un petit déjeuner simple. 2 œufs au plat, des tartines et une tasse de café noir bien serré. Julian appréciait. J'avais à peine dormi de la nuit. Julian est descendu, l'air fatigué, les cheveux en bataille et les yeux encore sonnés. Il s'est assis à la table, a pris sa tasse de café, en a bu une gorgée et l'a reposée à moitié pleine. « J'ai une réunion importante aujourd'hui », a-t-il dit d'une voix rauque, une réplique qu'il avait répétée maintes fois sans me regarder dans les yeux. « Je suis sûre que je rentrerai tard. » Il était tellement doué, me suis-je dit. Ses mensonges faciles, son ton désinvolte, me glaçaient le sang. J'ai hoché la tête avec un sourire forcé, même si je n'avais qu'une envie. « Où est la réunion? Avec qui? À San Antonio encore? » Mais je me suis retenue. Ma rage s'est enflammée, et j'ai simplement répondu « D'accord, sois prudent. » Il se leva, me tapota légèrement l'épaule, un geste qui ressemblait plus à une réflexion qu'à une marque d'affection, et partit. La porte se referma, laissant la cuisine silencieuse, et moi avec une suspicion qui se transformait en une certitude monstrueuse. Je débarrassai la table et fis la vaisselle une à une, au rythme de la tâche, une petite ancre dans la tempête de mes émotions.
Je ne pouvais pas rester assise là à inventer des théories. J'avais besoin de la vérité, de preuves tangibles. J'ai pris mon téléphone et cherché le numéro de Madame Miller, une amie de longue date qui m'avait tant aidé à ouvrir la boulangerie. Elle m'avait un jour parlé d'un excellent détective privé spécialisé dans les affaires d'infidélité. « Juliet, si tu as besoin, je peux te donner le numéro de Thomas », m'avait-elle dit. « Il est très discret et fiable. Je n'aurais jamais cru devoir l'appeler. Mais là, je n'avais plus le choix. J'ai composé son numéro, la voix tremblante. Chaque sonnerie marquait mon anxiété grandissante. « Bonjour, Madame Miller, pouvez-vous m'aider à joindre Thomas? J'ai besoin de lui. » Elle garda le silence quelques secondes, un silence qui en dit long, avant de répondre. « Juliette, que se passe-t-il? Julien a-t-il fait quelque chose? » J'ai soupiré, refusant d'entrer dans les détails au téléphone, l'orgueil meurtri et à vif. « J'ai juste besoin de savoir la vérité. Pouvez-vous m'aider? » Madame Miller, une femme peu loquace mais dotée d'une intuition profonde, a immédiatement acquiescé. Et 1 heure plus tard, j'ai reçu un message de Thomas me demandant de le retrouver à midi dans un petit café du centre-ville. « Madame Roberts, ne vous inquiétez pas, je vous aiderai. » Le message était court, mais suffisant pour me soulager un peu. Une bouée de sauvetage dans un océan de tromperies. À midi, je me rendis au café. Un petit local aux tables en bois usées et où l'odeur du café torréfié emplissait l'air, une odeur qui me réconfortait habituellement, mais qui me semblait maintenant étrangement étrangère. J'ai choisi un coin retiré où personne ne me remarquerait, une ombre dans une pièce baignée de lumière. Thomas est entré. Un homme d'âge moyen, petit et trapu, vêtu d'une simple chemise bleu clair, et dont le regard philosophique semblait déchiffrer tout, percer les mystères. Je lui ai tendu une clé USB contenant les photos que j'avais prises la veille. L'étrange email, le ticket de caisse, le tube de lubrifiant et quelques serviettes. « C'est tout ce que j'ai », dis-je d'une voix tremblante. « Je ne suis pas sûre, mais je crois que mon mari me trompe. » Les mots avaient un goût de cendre. Thomas hocha la tête, examinant chaque image sur son téléphone. Le visage impassible, une façade professionnelle masquant ses pensées. Il prit soigneusement des notes dans un petit carnet. « Madame Roberts, je comprends. Je commencerai à suivre Monsieur Roberts cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant dès que possible. » Je le regarda, essayant de retenir les larmes qui me brûlaient les yeux. « Merci, dis-je doucement. Je veux juste connaître la vérité, quelle qu'elle soit. » Thomas hocha la tête, avec un regard compatissant, une lueur de compréhension dans les yeux. « Je ferai de mon mieux. Rentre chez toi et ne fais rien qui puisse éveiller les soupçons. » Je quittai le café et traversai la foule. Mais je ressentais une solitude que je n'avais jamais connue auparavant. 41 de mariage. Une vie bâtie sur une confiance qui s'effondrait sous mes pieds. J'avais placé toute ma confiance en Julien. J'ai toujours cru qu'il était un père de famille, quelqu'un qui serait à mes côtés dans toutes les difficultés. Il était mon roc, mon ancre. Et voilà que je me retrouvais à engager un inconnu pour suivre mon propre mari. L'ironie du sort était dure à avaler. J'avais l'impression d'être dans un mauvais film, un personnage de drame pour lequel je n'avais jamais auditionné. Ce soir-là, alors que j'étais assise à la boulangerie, l'odeur familière de la levure et de la farine, une présence apaisante et constante. Parcourant les factures de livraison, mon téléphone vibre. Un message de Monsieur Thomas. Je l'ouvris, le cœur battant à tout rompre, le sang bourdonnant dans mes oreilles. C'était une photo de Julien, vêtu de la chemise bleu clair qu'il portait souvent, entrant dans un restaurant chic, main dans la main avec une femme. J'ai zoomé sur l'image, et mon cœur s'est arrêté. C'était Allison, ma belle-fille. Elle portait une robe noire moulante, un maquillage intense, un rouge à lèvres marqué et les cheveux détachés. Il ne ressemblait pas à un beau-père et une belle-fille, mais à un couple en rendez-vous galant. Leurs corps tournés l'un vers l'autre, un secret partagé entre eux. Je me suis affalée sur ma chaise, la main tremblante en tenant le téléphone. « Allison, comment est-ce possible? » Lors des réunions de famille, elle et Julian se montraient toujours distants, se parlant à peine. Je réalisais alors que c'était un tour de force. Une mise en scène pour moi. Monsieur Thomas m'a envoyé d'autres photos. Sur l'une d'elles, ils étaient assis dans un coin isolé, la table décorée de bougies et de fleurs. Allison se penchait vers lui en souriant, et Julian trinquait avec un regard étrangement tendre. J'ai vu la photo et j'ai ressenti une douleur intense dans la poitrine. Encore un temps, je ne l'avais jamais vu me regarder comme ça, même quand nous étions jeunes.
Quand j'étais cette fille de San Diego aux cheveux longs et au sourire radieux, il me regardait comme ça, avec un regard d'adoration sincère, d'un amour que je croyais m'appartenir. Maintenant, c'était le sien. Au milieu de la nuit, une vidéo de Monsieur Thomas est arrivée. L'horloge murale indiquait 2 heures du matin. J'ai mis mes écouteurs, tentant désespérément de garder le secret, et j'ai appuyé sur lecture. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Dans la vidéo, Alison se penchait vers l'oreille de Julien et murmurait quelque chose qui le fit rire bruyamment, un son qui m'était inconnu. Sa voix était douce. Ses yeux pétillaient sous les lumières du restaurant. Puis ils se levèrent et partirent. Et Julien, en gentleman invétéré, lui ouvrit la portière de la voiture comme si elle était une dame, et lui, son amant. Je repassais la vidéo encore et encore, une torture que je m'infligeais. Chaque fois, c'était comme un nouveau coup de poignard en plein cœur. Alison, ma belle-fille, que j'avais traitée comme ma propre fille, à qui j'avais appris à préparer le flan traditionnel de notre famille. Et Julien, l'homme à qui j'avais consacré toute ma vie, avec qui j'avais fondé une famille. Que faisait-il dans mon dos? Dans le dos de Daniel? Les questions étaient un raz de marée, menaçant de me submerger. J'ai enregistré toutes les photos et la vidéo sur une clé USB, notant chaque détail. Date, heure, lieu et même le nom du restaurant. Mes mains fonctionnaient en mode automatique, mais mon esprit était en plein chaos. Je ne voulais pas y croire. Je n'arrivais pas à croire que Julien et Alison étaient capables d'une chose aussi basse, aussi cruelle. Mais la preuve était là, sous mes yeux, indéniable. Une montagne de preuves. Je restais à la boulangerie, au milieu des plateaux de viennoiserie qui sentaient bon, mais j'avais l'impression que mon monde s'écroulait. Je me souvenais des débuts de l'entreprise, quand Julien m'aidait à porter des sacs de farine, quand nous rions ensemble dans cette petite cuisine, nos rêves grands comme le ciel. Maintenant, tout cela me semblait un lointain souvenir, un beau mensonge que j'avais vécu trop longtemps. Le lendemain matin, j'étais dans la petite cuisine de la boulangerie, tenant une liste de commandes pour un grand hôtel du centre-ville. L'odeur de farine et de vanille, qui m'apaisait toujours, me semblait ce jour-là vide, un réconfort creux. Dès que j'eus fini de signer le bon de livraison, mon téléphone vibra dans la poche de mon tablier. Je m'essuyai les mains et mon cœur se serra en voyant que c'était un message de l'inspecteur. « Just une courte phrase. Madame Roberts, je t'envoie des preuves supplémentaires. » J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme, mais mes mains tremblaient en ouvrant le message. Une série de photos est apparue à l'écran. La première montrait Julien dans sa chemise grise habituelle, quittant un cabinet d'avocat près de la place principale. À ses côtés se trouvait Alison, vêtue d'une robe de bureau beige, les cheveux attachés en queue de cheval haute, et d'énormes lunettes de soleil noir qui lui couvraient presque le visage. Une tentative pathétique d'anonymat. Ils marchaient très près l'un de l'autre, non pas comme des beaux-parents, mais comme un couple. Leur corps témoignait de leur lien interdit. Sur la photo suivante, ils se tenaient devant un hôtel 4 étoiles aux portes vitrées étincelantes et à l'enseigne dorée. J'ai zoomé, cherchant désespérément un signe pour contredire ce que je voyais. Mais il n'y avait rien. Ils semblaient trop naturels, trop à l'aise ensemble, faisant partie d'un monde auquel je n'appartenais pas. Puis, une courte vidéo de Monsieur Thomas est arrivée. J'ai appuyé sur Lecture, et mon cœur a battu si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Un battement frénétique contre mes côtes. La prise de vue avait été prise de loin, mais elle était suffisamment nette pour que je puisse voir Julien et Alison, sur le balcon du 3e étage de l'hôtel. Il avait un bras autour de sa taille, et elle posait sa tête sur son épaule, ses longs cheveux flottant doucement au vent. Et puis, comme un coup de poignard, je les ai vus échanger un baiser rapide, sans chercher à se cacher. Ce fut un baiser bref, mais il a suffi à éteindre la dernière lueur d'espoir qui me restait. Je repassais la vidéo image par image, chaque image pénétrant plus profondément en moi, une lente et douloureuse descente aux enfers. Le rideau de la pièce s'ouvrit légèrement et Alison sortit, courant serrer Julien dans ses bras, le visage illuminé de bonheur, comme une jeune fille amoureuse. Je m'affaissai sur la chaise, m'agrippant au bord de la table pour ne pas m'effondrer. M. Thomas a écrit. Ils ont aussi loué la chambre pour l'après-midi. On dirait qu'ils passent la nuit ici. Je vais les surveiller. J'ai lu le message encore et encore, la gorge serrée, comme si on m'étranglait. Quelques heures plus tôt, Juliane m'avait écrit. « Juliette, je ne serai pas à la maison ce soir.
Je dois rencontrer un partenaire potentiel qui n'est pas de la ville. Repose-toi. Le ton était doux et attentionné, comme depuis des années, mais maintenant, je savais que c'était un mensonge. Un mensonge bien construit. Un partenaire potentiel qui n'était pas de la ville. Il n'était pas de la ville. Il était ici, dans un hôtel 4 étoiles, avec notre belle-fille. J'ai ouvert mon disque dur portable et j'ai soigneusement sauvegardé chaque photo et chaque vidéo. Chaque fois que je cliquais sur « Enregistrer », je regardais l'image comme pour m'assurer que je ne rêvais pas. Dans la vidéo, le regard de Julien vers Alison était d'une tendresse extrême. Sa façon de lui caresser les cheveux me rappelait celle qu'il avait l'habitude de faire avec moi il y a plus de 30 ans. Nous étions jeunes et je croyais que notre amour durerait toujours. Une promesse murmurait sous le ciel étoilé de San Diego. En voyant cela, je ne voyais que mensonges et trahisons flagrantes. Je me souvenais des réunions de famille, de tous les convives autour de la table, un tableau de notre famille parfaite. Alison s'asseyait toujours loin de Julien. Parfois, elle le regardait même avec dégoût. Daniel plaisantait. « Maman, je crois qu'Alison ne supporte pas papa. Elle l'évite comme la peste. » J'y croyais aussi. Je pensais qu'il ne s'entendait tout simplement pas, qu'elle essayait juste de s'intégrer à la famille. Mais maintenant, je comprenais que tout cela n'était qu'une farce. Une mascarade soigneusement orchestrée. Ils ont trop bien agi devant moi, devant Daniel, devant tout le quartier. Je me suis sentie idiote, une épouse aveugle, trahie par 2 traîtres sous mes yeux. Les gens vaquaient à leurs occupations sans se douter de ce qui se passait sur ce balcon d'hôtel. Mais M. Thomas avait capturé l'instant parfait, tel un chasseur silencieux, un instantané de ma réalité. Je lui ai répondu. « Merci. Continuez à me surveiller. J'ai besoin de tout savoir. » Il répondit brièvement. « Je vais le faire. Restez calme. » Ce soir-là, je suis retournée dans la maison qui avait été ma demeure avec Julien. Elle me semblait étrangère désormais, un lieu peuplé de fantômes et de mensonges. J'ai ouvert le tiroir de la commode et en ai sorti une épaisse enveloppe, mes mains gesticulant avec une détermination farouche. J'ai imprimé toutes les preuves. Does not seize me news 2 hears. Does not seize me news 2 hears. Des photos de Julien et Alison quittant le cabinet de l'avocat, des photos d'eux entrant dans l'hôtel, des photos d'eux sur le balcon, et chaque image de la vidéo. Je les ai soigneusement rangées, scellé l'enveloppe, et les caché au fond du tiroir sous de vieilles photos de famille. J'ai regardé une photo de nous 4, Julian, Alison, Daniel et moi, à la fête d'anniversaire de Daniel, il y a quelques années. Alison souriait, serrant Daniel fort dans ses bras, tandis que Julien se tenait à mes côtés, un bras sur mon épaule, l'air fier. En le regardant, je n'avais qu'une envie, le déchirer, en 1000 morceaux. Effacer de ma vie l'image de leur visage souriant. Le lendemain matin, juste avant l'aube, j'entendis la porte d'entrée s'ouvrir lentement. Julien entra en titubant, sentant l'alcool. Le partenaire était trop difficile, Juliette, se plaignit-il d'une voix rauque, les yeux rouges, comme s'il avait passé la nuit. J'ai beaucoup bu, je suis crevée. J'étais dans la cuisine, un verre d'eau à la main, à le regarder jouer, avec l'impression qu'il remue le couteau dans la plaie. « Repose-toi », répondis-je calmement, comme toujours, de la voix experte d'une épouse. « Tu dois aller travailler demain. » Il hocha la tête, me tapota l'épaule comme si de rien n'était, et se traîna jusqu'à la chambre. Quelques minutes plus tard, il ronflait paisiblement, comme s'il ne m'avait jamais trompé, comme s'il n'était jamais allé à l'hôtel avec notre belle-fille. Alors que j'étais sûre que Julien dormait, mon téléphone vibra. C'était un appel de l'inspecteur, M. Thomas. Sa voix était basse, presque un murmure, comme s'il craignait d'être entendu. « Madame Roberts, j'ai enregistré leur conversation sur le parking de l'hôtel. J'ai utilisé un équipement spécial. Ils ne l'ont même pas remarqué. Je vous l'envoie maintenant. » Mon cœur battait fort, mais j'ai simplement répondu « Merci Thomas, envoyez-moi le fichier. » Quelques minutes plus tard, un fichier audio est apparu dans mes messages. J'ai mis mes écouteurs, me suis assise à table, et j'ai appuyé sur lecture. La première chose que j'ai entendue, c'était la voix d'Alison, froide, ambitieuse. La voix d'une inconnue. « Papa, dépêche-toi de signer ce faux contrat. Je veux déjà avoir toute cette chaîne de magasins. Je veux que cette vieille sorcière sorte de la maison. » J'ai senti un coup dans la poitrine. J'ai serré mon téléphone forte. Puis la voix de Julien est arrivée, grave et assurée. « Ne t'inquiète pas pour ces papiers. Julien ne sait rien. Laisse-moi faire.
Elle me fait trop confiance. J'ai eu l'impression qu'on me tordait le cœur. Il ne me trompait pas seulement. Il prévoyait de me voler tout ce que j'avais construit. La chaîne de boulangerie, cette vérité enregistrée, c'était plus qu'une preuve. C'était une lame, et elle venait de me transpercer. Je restais là, assise dans cette cuisine silencieuse, les écouteurs encore dans les oreilles, le cœur battant comme un tambour de guerre. Chaque mot de cette conversation résonnait en moi, comme une cloche funèbre annonçant la mort d'une illusion. Ils n'étaient plus seulement des traîtres, ils étaient des prédateurs, et j'étais leur proie. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'ils venaient de réveiller quelque chose en moi, une partie que j'avais enfouie depuis longtemps. La femme qui avait bâti un empire de boulangerie à partir de rien. La femme qui n'avait jamais reculé devant une tempête. La femme qui savait observer, attendre et frapper au moment parfait. Je pris une profonde inspiration. Mon plan devait être précis, chirurgical. Aucune confrontation directe, aucune explosion incontrôlée. Non, Julie et Robert allaient leur tendre un piège, et ils allaient s'y engouffrer avec le sourire. La première étape fut simple, ne rien changer. Je continuais à me comporter comme l'épouse docile, préparant le petit déjeuner chaque matin, lui demandant s'il avait passé une bonne journée, lui souhaitant bonne nuit comme si de rien n'était. Julien, aveuglé par sa propre arrogance, ne soupçonnait rien. Il croyait que je restais cette femme tranquille, celle qui ferme les yeux pour ne pas voir. Alison, de son côté, continuait son petit théâtre lors des repas familiaux. Ses regards détournés, ses sourires discrets, son jeu d'actrice était presque parfait. Mais je voyais maintenant chaque geste, chaque nuance. Je commençais à rassembler tous mes documents légaux. Contrat de propriété, statut de la société, compte bancaire. Pendant qu'ils préparaient leur trahison, moi, je dressais une forteresse juridique. Chaque soir, après leur départ ou leur sommeil, je scannais, classais, numérotais chaque preuve, un dossier après l'autre, comme une stratège préparant une guerre silencieuse. Puis je rappelais M. Thomas. Sa voix calme résonna comme celle d'un allié discret. « Thomas, je veux qu'on aille plus loin. Je veux tout. Les papiers qu'il prépare, les rendez-vous, les signatures, les témoins. Je veux que rien ne m'échappe. » Il répondit d'une voix ferme. « Très bien, Madame Roberts. À partir de maintenant, nous ne les suivons plus seulement. Nous les piégeons. Nous avons mis en place des enregistreurs cachés dans la voiture de Julien, dans son bureau, et même un traceur discret sous son SUV. Chaque déplacement, chaque appel suspect, chaque rencontre, tout était enregistré, archivé, daté. Une semaine passa. Une semaine durant laquelle je dus jouer un rôle difficile, celui de l'épouse aimante. Rire à ses blagues, préparer ses chimises. Lui souhaitait bonne chance pour ses soi-disant réunions. Mais derrière mes sourires, je dressais les murs d'une vengeance méticuleuse. Et puis, un soir, Thomas m'appela. « Madame Roberts. » Ils ont fixé une date pour la signature officielle du contrat truqué. Cabinet Jenkins, vendredi prochain, 14h30. Vendredi. Le jour où ils pensaient me dépouiller de tout. Mais ce serait le jour où je leur arracherais leur masque. Je raccrochais lentement. Un calme étrange m'envahit. Pas la panique, pas la colère, mais une détermination glaciale. Je passais les jours suivants à tout préparer. Je pris rendez-vous avec mon avocat personnel, un homme que Julien méprisait et qu'il croyait totalement inoffensif. Ensemble, nous avons élaboré une contre-attaque parfaite, des clauses que Julien n'avait jamais lues, des mouvements financiers qu'il ignorait, des signatures qu'il croyait pouvoir falsifier sans conséquence. Je fis aussi une chose essentielle. Je déposai une copie complète des enregistrements audio et des preuves dans un coffre sécurisé au nom de mon fils Daniel. S'il m'arrivait quoi que ce soit, toute la vérité éclaterait au grand jour. La veille de la signature, je regarda Julien dormir. Ses ronflements lourds emplissaient la chambre. Je me surpris à ressentir quelque chose d'étrange. Pas de la haine, mais une profonde tristesse. 40 ans d'amour. Et tout s'était effondré en silence, comme une maison rongée par les termites. Mais le lendemain, je ne serais plus la femme silencieuse. J'allais être la tempête. Vendredi. Le jour que Julien et Alison croyaient être le début de leur victoire. Pour moi, c'était celui de leur chute. Le ciel était d'un bleu limpide, presque ironique, comme si la nature elle-même ignorait la tempête qui s'apprêtait à éclater. Je me suis habillée avec soin. Une robe sobre, élégante, la même que j'avais portée le jour où nous avions signé les papiers de notre toute première boulangerie. Un symbole,
Une boucle qui se referme. Julian m'embrassa distraitement avant de partir. Comme toujours. À ce soir, lança-t-il faussement détendu. Je le regardais franchir la porte, sachant qu'il se rendait à ce qu'il pensait être mon enterrement économique. 1 heure plus tard, j'entrais dans le cabinet d'avocat Jenkins. Le bâtiment était silencieux, feutré, presque solennel. L'air y sentait le bois ciré et le papier neuf. Dans la salle de réunion, autour d'une grande table en acajou, Julian était déjà là. À ses côtés, Alison, radieuse dans une tenue beige impeccable, le regard brillant d'ambition mal contenue. Quand ils m'ont vu entrer, leurs visages ont brièvement vacillé. Julian tenta de dissimuler sa nervosité derrière un sourire. « Juliet? Quelle surprise! Je ne pensais pas que tu viendrais ici. » Je m'assis lentement en face d'eux. Mon avocat prit place à mes côtés, silencieux, comme une ombre bienveillante. « Pourquoi ne serais-je pas là, Julian? C'est de notre avenir dont il est question, non? » Le notaire ouvrit la réunion d'une voix neutre, lisant les clauses du fameux contrat. Julian hochait la tête, Alison souriait, confiante. Il croyait que j'étais déjà vaincue. Il ne savait pas que chaque mot de ce contrat avait déjà été retourné contre eux. Lorsque vint le moment des signatures, Julian se pencha vers le notaire. « Très bien, nous pouvons procéder. » Mais mon avocat leva une main calme. « Avant toute signature, Madame Roberts souhaiterait ajouter une pièce au dossier. » La pièce était une simple clé USB. Mais à cet instant, elle pesait plus lourd qu'un marteau de justice. Le notaire inséra la clé dans l'ordinateur. Et dans la salle feutrée, les voix d'Alison et Julian résonnèrent. « Papa, dépêche-toi de signer ce faux contrat. Juliet ne sait rien. Laisse-moi faire. Elle me fait trop confiance. » Le visage d'Alison blêmit instantanément. Julian, lui, se figea comme une statue. Ses doigts tremblaient imperceptiblement. Le notaire leva les yeux, stupéfait. Mon avocat, lui, restait impassible, préparé à chaque seconde de ce moment. « Ces enregistrements ont été légalement obtenus, » déclara mon avocat d'une voix ferme. « Et ils prouvent une tentative manifeste de fraude, de détournement et d'escroquerie patrimoniale. » Je les regardai droit dans les yeux. Julian tenta de balbutier une explication. « Juliet, je peux tout expliquer. C'est pas ce que tu crois. » Mais je coupais calmement. « Julian, pour une fois, tais-toi. Tu as parlé assez longtemps dans mon dos. » Alison, déstabilisée, tenta de garder contenance. « Ce n'est qu'un malentendu. » Je la fixai avec un calme glacial. « Non, Alison. Un malentendu, c'est quand on renverse du café sur une robe. Ce que vous avez fait, c'est prémédité, sale, et puni par la loi. » Mon avocat sortit un deuxième dossier. Voici les documents officiels plaçant la totalité des parts de la chaîne de boulangerie sous un régime de protection juridique. À compter de ce jour, aucune vente ni transfert ne peut être signé sans l'accord exclusif de Madame Roberts. Le notaire confirma d'un hochement de tête. Julian perdit sa couleur. Alison baissa les yeux, pour la première fois sans arrogance. Mais je n'en avais pas terminé. Je posai lentement devant eux une enveloppe épaisse. À l'intérieur, des copies des photos, vidéos et relevés bancaires. Les preuves de leur liaison. Et ceci, dis-je doucement, est déjà entre les mains de mon avocat et de Daniel. Si quelque chose m'arrive, tout sera transmis aux autorités et à la presse. Un silence glacé s'abattit sur la pièce. Julian détourna le regard. Alison, les larmes aux yeux, tenta de se redresser. Mais le masque était tombé. Je me levai lentement. « Vous avez essayé de me voler ma vie. Vous avez oublié que c'est moi qui l'ai bâtie. Et aujourd'hui, je la reprends. » Je quittai la salle sans me retourner. Derrière moi, j'entendis les voix paniquées, les murmures étouffés, le bruit sec des illusions qui s'effondrent. Dans la rue, l'air frais frappa mon visage. Pour la première fois depuis des semaines, je respirais librement. La guerre était terminée. Et j'avais gagné. Les semaines qui suivirent furent étranges. La maison, autrefois pleine de rires et de routines silencieuses, était devenue un champ de ruines émotionnelles. Chaque pièce portait encore les empreintes d'un passé que je venais de brûler. Julian avait quitté la maison peu après la confrontation. Pas un mot, pas une excuse sincère. Seulement le silence. Celui des hommes qui se rendent compte trop tard qu'ils ont tout perdu. Alison, elle, avait disparu du paysage familial. Daniel, mon fils, apprenant la vérité, avait été anéanti. Je l'ai vu vaciller, chercher des explications là où il n'y en avait pas. Mais dans son regard, j'ai aussi vu une force nouvelle. La même que j'avais dû invoquer en moi. La trahison avait détruit nos illusions,
Mais elle avait aussi cimenté une vérité. Nous étions faits de bien plus que leurs mensonges. À la boulangerie, les employés m'accueillirent avec une chaleur qui me surprit. Ils savaient. Pas les détails, mais ils savaient que quelque chose avait changé. Julie n'était plus seulement la fondatrice. Elle était devenue le cœur battant de l'entreprise. Chaque matin, en ouvrant les portes, je sentais l'odeur de la levure chaude et du pain frais. Cette odeur, c'était ma victoire. Discrète, puissante, réelle. Je passais plus de temps avec mes clients, réapprenant à savourer les petits moments. Un sourire sincère, une tasse de café partagée, une vieille cliente racontant une anecdote de jeunesse. Un soir, alors que le soleil tombait derrière la vitrine, je me suis assise à ma table habituelle, seule. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas ressenti de vide. J'ai ressenti la paix. Julien et Alison n'étaient plus que des noms dans un dossier clos. Leur trahison, un chapitre douloureux, mais terminé. La clé USB, les preuves, les signatures, tout avait été remis à mes avocats. Je n'avais plus besoin de me battre. J'avais déjà gagné. En refermant la porte de la boulangerie ce soir-là, le vent frais a balayé mes cheveux et j'ai senti une émotion simple, la liberté. Je n'étais plus l'épouse trompée. Je n'étais plus la victime. J'étais Julie Roberts, femme, mère, chef d'entreprise et surtout survivante. Ma voix intérieure murmura calmement. La vengeance, c'est une tempête, mais la paix, c'est l'aube après l'orage.